Plus on avance et plus on comprend. C'est aussi ça le chemin vers la vérité. Comme disait Orwell, la vérité se construit et n'est pas donnée comme cela. J'ai le plaisir d'accueillir Aldo Stéron, qui a récidivé, n'est-ce pas Aldo? Oui, j'ai récidivé encore avec un autre livre. Je fais beaucoup de Après, vidéos, mais après scrologie, effectivement. Après Scrology, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu peux te présenter, mais tu es blogueur, auteur, tu as diverses connaissances, hein, puisque tu n'es pas uniquement dans l'actualité, disons, politique au sens noble du terme, mais tu es aussi spécialiste dans le domaine de l'aviation. Et donc tu as un blog aussi lié à ces connaissances-là. Voilà, sujet, je le disais, la vérité, elle se construit et on se rend de plus en plus compte comment on nous a menti, floué, et il y a encore des gens qui pensent que tout cela n'est qu'un grand accident. Et donc tu as récidivé avec ce livre, Les grandes trahisons, comment l'Europe est détruite. Et alors, moi, en tant que rédacteur chef de Kairos, je suis intimement persuadé, évidemment, que tout cela n'est pas un accident. Et on va essayer de montrer à ceux qui douteraient encore, ou à ceux qui savent, et leur donner des arguments, que ben, ce n'est pas un accident, mais tout cela est bien préparé euh, au niveau des États, de l'État profond, des think tanks, etc., etc. Il est encore mis sur les différents réseaux, notamment sur Amazon où on peut commander tes livres, que tu es en Angleterre, que tu es à Londres, mais tu n'y es plus, hein, je pense. Euh, tu, Tu as organisé ta fuite, si on peut dire. Oui, oui, j'ai quitté Londres. Là, je suis à Dubaï en ce moment. J'habite plus au Royaume-Uni. D'ailleurs, il faudrait absolument que j'aille corriger toutes ces informations qui sont un petit peu à droite à gauche disséminées. Ça prendra un peu de temps pour que je les mette à jour. Mais tu expliqueras peut-être au cours de notre interview, hein, pourquoi aussi, parce que c'est évidemment lié à cette destruction programmée, même si il y a eu le Brexit, tu le diras aussi, parce que c'est c'est un passage dans ton livre, hein, que c'est aussi une forme de trahison où on croit qu'ils sont sortis, alors qu'ils sont toujours, en fin de compte, en tout cas, qu'ils suivent la ligne directrice. Commençons sur le préambule de ton livre, hein, tout cela n'est pas le fruit, tu le dis, d'une incompétence mais le résultat d'un processus volontaire de destruction sociale, économique et identitaire. Je cite, hein, chaque trahison, chaque décision politique prise depuis des décennies serait orientée vers une même finalité, démanteler les souverainetés nationales et livrer les peuples européens à des forces supranationales ou financières depuis des décennies. Euh, Explique-nous un peu, et peut-être aussi pour quelqu'un qui se dirait, mais non, enfin, comment ça pourrait être possible? Ils veulent notre bien, tout cela n'est qu'un accident. Non, la thèse de l'accident ne colle pas. Comme tu l'as spécifié, j'ai un canal sur l'aviation, sur l'accidentologie aérienne finalement, et j'ai l'habitude d'étudier les accidents. Et les accidents suivent un schéma très particulier. Il n'y a rien de volontaire dans un accident, il y a un certain nombre d'actions, deux, trois, qui tombent au mauvais moment, qui s'alignent d'une certaine manière, qui finissent par causer justement une tragédie. Un peu ce qu'on appelle concours de circonstances, quoi, aussi. Exactement, un concours de circonstances malheureux. Le problème de ce qu'on est en train de voir en Europe, si je regarde à la loupe le cas de la France ou de la Belgique ou du Royaume-Uni, on est en train de voir des actions continues depuis des décennies. Et à chaque carrefour décisionnel, parce que la décision c'est quoi? La décision c'est un carrefour. J'arrive à un carrefour comme si je conduisais une voiture et je dois tourner à gauche ou tourner à droite. Le problème c'est que je peux me tromper. Hein, ça peut m'arriver. Hein. Moi je suis conducteur, des fois je ne regardais pas le GPS, je suis bourré, ça peut arriver. Mais on ne peut pas se tromper pendant 40 ans ou 50 ans. À chaque fois qu'il y a un carrefour décisionnel, on prend la mauvaise direction. On prend la direction qui est contraire aux intérêts des peuples européens. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut réaliser qu'il y a un schéma. Et Il y a toujours dans l'intérêt du grand capital, ouais. Et ce, constamment. et ce qui est intéressant, Aldo, et puis on verra chaque point, chaque chapitre, un résumé pour donner aussi envie aux gens d'aller plus loin, de lire le livre, c'est que ça me fait un peu penser, qu'on suive ou pas Philippe Guillemot, c'est la question du quantique, un peu des futurs qui sont déjà inscrits dans le présent. Donc quand tu es dans un carrefour et que tu choisis d'aller à droite ou à gauche, pas de référence politique ici, on en parlera d'ailleurs, euh, tu es en train d'écrire le futur en fin de compte.
Et donc, à chaque décision qui ont été prises, le futur européen et des peuples a été écrit et explique qu'on en est où on en est aujourd'hui. Donc, dans quand même une Europe avec des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, une misère intellectuelle médiatique et aussi une école qui se détruit, des hôpitaux qui sont complètement en dessous de tout. Je veux dire, tu le sais Hum. aussi au Royaume-Uni où ça c'est encore pire qu'en Belgique et qu'en France. Et donc, ce que tu montres, c'est que tous ces choix qui ont été faits euh, f- expliquent où on en est aujourd'hui, quoi. Absolument. Si je regarde le Royaume-Uni, il n'y a même pas besoin de parler des misères intellectuelles. Si je regarde le Royaume-Uni, on a le tiers des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a, d'après les chiffres du Parlement britannique, l'âge d'entrée dans la prostitution pour les filles est de 13 ans. Mhm. D'accord. Donc on est dans un effondrement civilisationnel programmé. Et pendant ce temps-là, c'est quoi notre urgence? Notre urgence, c'est le climat, notre urgence, c'est l'Ukraine, notre urgence, c'est des choses qui se passent Le très loin de nos wokisme. frontières. Le wokisme, exactement. Aujourd'hui, par exemple, en Écosse, on s'est proposé de redéfinir ce que c'est qu'une femme, d'écrire une loi pour dire c'est quoi une femme. On est en 2025, et pendant que le pays est en train de s'effondrer sur nous, on est en train de nous perdre sur des considérations latérales. Mhm. Ouais, et on en reviendra à la fin, hein. Ce qui est incroyable aussi, c'est à quel point ils ont tellement bien réussi, c'est que personne ou peu de gens ne se révoltent par rapport à cette situation où le pognon part dans des missiles pour l'Ukraine ou des programmes woke, alors que, comme tu le dis, un tiers des enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté, et sans parler des gens qui même vivent dans la rue, hein, on en voit de plus en plus. Alors, premier chapitre, on va voir les différents chapitres. Un point essentiel, hein, dont j'ai beaucoup parlé aussi avec Étienne Chouard, c'est que si on ne maîtrise pas la monnaie, on ne peut pas voir un changement conséquent dans une société si le contrôle monétaire est encore aux mains des puissants. Et tu parles justement que cette loi du 3 janvier que tu vas nous expliquer 1973, hein, la loi Pompidou-Giscard, qui justement euh, intronise le contrôle du grand capital sur l'État avec une interdiction, mais ça c'est un peu partout, de financement par la Banque de France, de financer l'État, hein, et en fin de compte, des gouvernements qui doivent aller chercher de l'argent dans les banques privées à des taux énormes, qui fait que l'État s'endette, s'endette, s'endette. Explique-nous un peu cette loi de 1973 et qu'est-ce qu'elle amène de dramatique. En fait, la loi de 1973, c'était plusieurs textes déjà. Dans l'un des textes, à un moment donné, en seconde lecture, on a rajouté une petite phrase. On a Ils ont rajouté juste, l'habitude de faire ça. oui, voilà, juste à un dernier moment, une phrase qui veut presque rien dire en apparence, qui est un petit peu anodine. Et au fond, cette phrase, elle interdit effectivement à l'État français de se financer à taux zéro auprès de la Banque de France. Alors, quand on a expliqué ça plus tard, on a dit, ouais, mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'État soit vertueux, parce qu'effectivement, si l'État peut se financer à taux zéro, que va-t-il se passer? Eh bien, sa dette va exploser, n'est-ce pas? Il va imprimer, on aura l'inflation, Mhm. la monnaie va se dévaloriser. Alors, en réalité, on a mis l'État pieds, poings liés devant les forces de l'argent, devant des banques, la dette a explosé, l'inflation a explosé, et puis on s'est retrouvé dans une situation où l'État se fait prêter son propre argent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que très souvent, on est dans la situation où les banques vont acheter la dette de l'État français, ça signifie emprunter l'argent à l'État français, mais du moment qu'ils ont, à l'instant où ils ont les obligations de l'État français, il y a la Banque de France qui vient les leur acheter avec un bénéfice. C'est des win-win, quoi. C'est du win-win, il y a zéro risque. C'est littéralement, prends le téléphone, oui, tu m'achètes 1 milliard, et puis moi tout à l'heure je te le rachète, ok? C'est tout. Et puis, donc les banques ont été mises dans une situation où elles gagnent de l'argent dans 100% des cas. Voilà. Au détriment du citoyen français. Alors cette loi n'a plus aucune actualité aujourd'hui parce qu'elle a été remplacée par le traité de Maastricht. Parce que la France, de toute façon, n'a plus sa propre monnaie de toute manière. Ça, c'était à Ouais. l'époque où la France avait le franc. Et en réalité, si tu veux, quand on regarde en arrière, quand on regarde, je vais,
On t'entend, hein, c'est les aléas du direct, c'est parce qu'on essaie de mettre. Il y a un petit écho. On t'entend plus. Aldo. Juste suppression de l'écho. Mais non, on t'entend plus. Tu m'entends? Est-ce Nous, que on tu t'entend. m'entends, toi? Voilà, voilà, là, on t'entend de nouveau. Et Attends, chers tu veux auditeurs pas? qui êtes plus de 150, vous voyez que c'est du vrai direct, hein. Oui, je suis vraiment désolé. Non, 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 Il y avait un il écho. y avait un écho. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. Merci. D'ailleurs, mon collègue, s'il peut mettre les commentaires, ou bien si je dois prendre la souris, comme, comme ça, on voit quelques commentaires. Si jamais il y a des questions pour Aldo, euh, on les mettra. Super. Voilà, il y a un écho chez Aldo, nous disait Pascaline, mais voilà, Pascaline, c'est réglé. Merci, merci Terran. On continue. Voilà, donc on était sur le premier point, la trahison monétaire. On continue. Donc, c'est une trahison monétaire. Mais ce que je veux que les gens ressentent en lisant ce livre, c'est que les plans sont ourdis des années à l'avance. C'est pas quelque chose qui se fait à la dernière minute. C'est vraiment fait très très longtemps à l'avance. Et puis à partir de là, effectivement, on met les choses pierre par pierre. Et la décision qui est prise aujourd'hui n'est pas une décision juste isolée qui a été prise par hasard ou autre. C'est une décision qui s'inscrit dans un plan à longue durée, à longue haleine. L'euro, hein, qui est aussi un plan qui datait depuis longtemps, qui était même dans les valises. On en parlera aussi des Américains, hein, qui c'était le rêve pour eux, hein, d'imposer une monnaie unique. Ça faisait partie de la destitution des autonomies des peuples. Et justement, on en arrive à la libération, Aldo, la libération par les Américains qui ont été tellement gentils, alors qu'on sait on connaît, il y a plein d'écrits qui montrent que c'était d'un intérêt majeur pour eux de contrôler l'Europe et que jusqu'au dernier moment, d'ailleurs, ils ont soutenu les nazis, on le sait, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais justement, tu parles de ça, du plan Marshall et de cette exclusion démocratique, comme tu l'appelles. Oui, en fait, au départ, il y avait le plan Morgenthau. Monsieur Morgenthau est d'origine allemande, il est américain, et il a établi un plan. Et son plan, c'était la destruction de l'Allemagne. C'était la destruction de l'Allemagne en plusieurs pays et transformer l'Allemagne en un pays qui vit d'une sorte d'économie rudimentaire. Donc, ceci aurait causé la mort de plusieurs millions d'Allemands. Mais ça n'a pas été accepté. On a trouvé que c'était un plan un petit peu extrême, qu'on finisse la Deuxième Guerre mondiale et qu'après on parte au massacre de la moitié de la population allemande. Et après, on est parti sur le plan Marshall. Le plan Marshall, c'était de l'argent qu'on donne aux Européens, qu'on donne aux pays européens. Et puis en retour, en retour, il fallait par exemple qu'ils excluent entre autres les communistes du pouvoir. Or, les communistes à l'époque étaient une force extrêmement importante. Ils ont été exclus, manu militari, du jour au lendemain, sans aucun processus démocratique, en disant bon, maintenant, on vit d'argent américain. Et c'est à partir de là que on s'est engagé dans un système où le peuple n'était plus nécessairement représenté, où les forces de l'argent décidaient de la représentativité politique. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit de plus en plus, il n'y a plus personne qui se cache. Quand on regarde des grands milliardaires, par exemple Bill Gates et d'autres, qui viennent, ils sont reçus avec des motards, comme des chefs d'État. Ils sont reçus à l'Élysée, ils parlent, ils donnent des instructions, et puis ils payent les médias, ils payent les universités, les partis, tout ça. Et donc, c'est des gens qui décident un peu de notre sort, avec leur argent. Mais ça a été enclenché déjà après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous vivons un petit peu dans la quintessence de ce système-là. Ouais, on voit aussi hein, Daniel Ganser, d'ailleurs, en parlant de son livre, je parle souvent de son bouquin Une brève histoire de l'impérialisme américain, si je ne me trompe pas, mais où il explique tous les réseaux Gladio et tout ce qu'ils ont mis en place, notamment la première fois le renversement en Italie avec des actes terroristes, hein, soi-disant terroristes, alors qu'en fin de compte c'était l'État. Et on se rend compte aujourd'hui, on voit encore avec les descentes du GIGN, etc., chez des journalistes libres qui disent ce qu'ils pensent, qui sont en fait la preuve que la lutte contre le terrorisme est au fait une lutte de l'État contre ceux qui ne pensent pas comme il faut, hein. T'as vu Jovanovic, Absolument. Oui, j'ai vu Jovanovic, ouais, j'ai vu qu'il y a Branco, une descente chez lui, Branco également. En fait, c'est des tentatives d'intimidation. Ça signifie on utilise les lois contre le terrorisme pour en fait, parce que le terrorisme, si on regarde la loi contre le terrorisme, c'est des lois vagues.
C'est des lois dangereuses parce qu'elles sont vagues. On a une guerre Mhm. contre le terrorisme, mais ça veut dire quoi vraiment? Qu'est-ce qu'on considère comme victoire? À quel moment on considère que cette loi est caduque, que cette loi ne s'applique plus, que nous sommes victorieux? Eh bien, on réalise que les conditions de victoire ne sont pas définies. Donc, ça veut dire qu'on est juste en train de lutter dans une guerre éternelle avec des moyens illimités et un scope, hein, une surface d'attaque illimitée. Donc, on peut arrêter des journalistes, on peut arrêter des gens qui dérangent, des hommes politiques. Juste pour te donner peut-être un exemple, au Royaume-Uni, ce qu'on a fait quand il y a eu les attentats, c'était en 2007, il y a eu des attentats dans le métro. On Mhm. a créé des lois pendant que la nation était sous le choc. On a fait passer des lois en disant plus jamais ça. Par la Stratégie du suite, choc, hein. ouais, par la suite, on a découvert que des mairies à travers le Royaume-Uni utilisaient ces lois pour espionner les gens et savoir qui sort les poubelles les mauvais jours pour qu'on puisse les soumettre à l'amende. Donc, en fait, on profite, regardez l'horrible réflexe, on profite du deuil de la nation pour faire passer des lois afin que par la suite on regarde le tri des déchets et tout ça et on les utilise pour faire des sous pour les mairies. En fait, c'est des gens qui sont sans foi ni loi, qui sont extrêmement cyniques et qui ne laissent passer la moindre urgence, la moindre, la moindre urgence nationale, que ce soit terrorisme, tremblement de terre, volcan, crise, peu importe, pour avancer leur pion et avancer leur agenda. Mhm. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ouais, et qui va, t'en as aussi parlé dans l'astrologie, hein, qui vont aller taxer les petits citoyens qui n'achètent pas leur voiture électrique ou qui sortent le mauvais jour leur poubelle. Et pendant ce temps-là, qui vont laisser tranquilles les paradis fiscaux, hein. Je parle souvent aussi d'Alain Deneau qui a beaucoup travaillé sur les paradis fiscaux, hein, philosophe québécois, qui dit que tant qu'on ne touchera pas aux paradis fiscaux, on ne pourra rien changer parce que c'est des milliards, des centaines de milliards qui chaque jour partent dans les paradis fiscaux. Et à côté de ça, ils viennent nous dire qu'il faut se serrer la ceinture. C'est quand même exceptionnel comment ils ont réussi à nous mentir et à ne pas du tout écouter le peuple. En fait, ils ont strictement rien à faire, hein. Je parle des élites politico-médiatiques. Et peut-être que le point, en tout cas en France, bah aussi en Irlande et en Hollande, je pense, c'est le traité de Lisbonne, où là, c'était vraiment un coup d'État contre le peuple, hein, où le peuple s'est trompé, Aldosteron. Il a pas bien voté. Euh, Absolument. Le peuple s'est trompé. Et ce qu'on voit avec le traité de Lisbonne, ce qui s'est passé avec le référendum en France en 2005 et qui par la suite a été trahi, a été détricoté, on le voit aujourd'hui au Royaume-Uni avec le Brexit. Les Britanniques ont voté pour le Brexit en 2016. Et pourtant, ça n'a pas été respecté, la décision. On a tenté de la renverser, on a tenté de les faire revoter, donc de tenir un autre référendum. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est que on les a transformés à dire, écoutez, vous voulez rester en dehors de l'Union européenne, ok, on va vous transformer en vassal. Ça signifie on est passé de membre de l'Union européenne à vassal de l'Union européenne. Et récemment, il y a eu la semaine dernière, il y a eu un accord avec Starmer, le Premier ministre britannique, et il y avait Van der Leyen et d'autres fonctionnaires européens, et il y a eu des concessions énormes. Ça signifie que le Royaume-Uni maintenant va participer au budget de Bruxelles, donc il va participer au budget de l'Union européenne. Ce qu'il va faire également, c'est qu'il va s'aligner sur les normes européennes. On parle aussi de liberté de circulation, de sorte qu'en réalité, le Royaume-Uni va comme si revenir dans l'Union européenne sans être officiellement membre. Voilà. Mais l'Union européenne ne respecte pas, n'est pas une structure qui est là pour respecter les avis des peuples. Ça, c'est clair que non. mhm. Oui, c'est évident. On parlait de l'endettement avant, justement, de la trahison monétaire. C'est une arme pour soumettre les populations, une arme redoutable, hein, l'endettement. On parle justement ben, l'endettement à la fois des États, mais l'endettement individuel aussi, évidemment, hein. Quand on pense euh, ce qu'on rembourse, par exemple, quand on fait un crédit hypothécaire à la banque qui nous lie pendant 25, 30 ans à un remboursement mensuel qui nous oblige aussi à faire des boulots euh, que souvent on ne voudrait pas faire. Je pense aussi à Bullshit Job, hein, de feu David Graeber, donc plein de gens qui doivent faire des boulots de merde, alors qu'en fin de compte, le logement est un droit, hein, mais qu'il est soumis à un remboursement, ou bien qu'il y en a plein quand même qui sont dans la rue qui n'ont pas ce droit. C'est une arme redoutable, hein.
Oui, absolument. Ce qu'on est en train de voir, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de surfer sur la pente descendante du capitalisme. Ça signifie le capitalisme, après avoir séduit les gens dans les années 60 par la consommation facile, par le four à micro-ondes, par la maison, tout ça. D'ailleurs, au passage, je réagis à quelqu'un qui a Oui. posé un commentaire qui a dit oui, aldostérone, blogueur d'extrême droite. J'allais en parler. Philippe, bonjour Philippe. Je suis le seul blogueur d'extrême droite ouvertement marxiste. D'accord? Zut, Donc, qu'est-ce qu'il va dire Philippe? voilà. Mais Donc, Philippe arrive quand même à résister. C'est bien que tu répondes parce que j'allais le faire aussi. Philippe arrive quand même à résister à ce que tu dis. Il doit être dans une dissonance cognitive profonde. Voilà, venez avec des arguments, non ad hominem, ceux qui sont contre. Juste venez avec des arguments pour démonter les premiers points que Aldo, par exemple, a dit sur l'endettement, sur le traité de Lisbonne, sur la trahison monétaire, sur le plan Marshall. Plutôt qu'attaquer. Voilà, on sait que sur Wikipédia, on est d'extrême droite, on est antisémite, transphobe, tout ce que vous voulez, mais ce ne sont que des armes pour empêcher de débattre. Merci Philippe d'avoir le courage d'écouter les propos, mais arrêtez absolument, franchement là. merci, merci. Sur mes 3 ou 4 derniers livres, je passe mon temps à m'attaquer aux forces de l'argent. Je passe mon temps à m'attaquer aux banksters. Il y a des livres où je cite ouvertement Karl Marx, Le Capital, critique de de l'économie politique, qui est littéralement mon livre de chevet. Et je suis toujours classé extrême droite. Bon, d'accord, c'est pas grave. Karl Marx est devenu d'extrême droite. Maintenant, ce que je cherche à dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des banksters. Ça signifie ce qu'on a. On a le banquier qui capture tout. On n'a pas fait un référendum pour donner aux banquiers le droit de capturer toutes les richesses de la société, mais il les capture. Et ce qu'il fait, c'est que on a aujourd'hui les banques qui sont en train de capturer les éléments ou les choses les plus critiques, les plus vitales, desquelles on ne peut pas se passer. Par exemple, le toit sur notre tête. Il n'y a personne ici qui peut se passer d'un toit. Mhm. Donc, c'est capturé par les banques. Au Royaume-Uni, on a des fonds d'investissement, comme Elliott, par exemple, aux États-Unis, des fonds d'investissement, des hedge funds, qui ont, par exemple, capturé les entreprises de fourniture d'eau au Royaume-Uni. C'est des entreprises qui sont déficitaires. On regarde, par exemple, Thames Water, ils ont plusieurs dizaines de milliards de déficits et de dettes. Mais alors, pourquoi un hedge fund, qu'est-ce qui lui prendrait pour aller acheter et mettre de l'argent dans une société de fourniture d'eau qui est déficitaire? En réalité, ce qui est intéressant, c'est le contrôle. Le Ce contrôle, il n'est va pas tout de contrôler. l'argent à court terme. C'est pas leur but de faire de l'argent dans 6 mois ou 3 mois. C'est pas ça le but. C'est est-ce que les gens peuvent se passer de l'eau? Non. Mhm. Ben, j'achète l'eau. Le toit, je prends le toit. Est-ce qu'ils peuvent se passer de la médecine? Non. Ben, j'achète les cliniques et les cabinets médicaux. Est-ce qu'ils peuvent se passer des écoles? Non. Ben, j'achète les écoles. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec la vie en tant que service. On se retrouve obligé de payer tout au prix fort. D'ailleurs, au Royaume-Uni, l'eau a augmenté les factures récemment de 30%. Voilà. Et un jour, l'eau sera peut-être facturée à la minute. On ouvrira le robinet, on prendra une douche et on aura une notification sur notre app au téléphone comme quoi on vient de consommer 15 pounds d'eau. C'est vers ce type de monde qui nous emmène, avec un contrôle total et absolu sur toute la finance. Et puis surtout, il contrôle aussi les réseaux de communication qui nous empêchent de parler à grande échelle et ou en tout cas tout simplement de créer du débat, hein. On ne dit pas qu'on a la vérité, mais au moins de pouvoir discuter sur des réseaux, et je répète, à grande échelle, où les gens pourraient entendre ça et se dire, tiens, tu vois, ça créerait des petits réseaux synaptiques dans leur cerveau, et je pense que les gens sont pas bêtes, beaucoup se réveilleraient. Mais ça, ils ont fait le plus grand hold-up sur la pensée, c'est celui d'avoir contrôlé tous les réseaux de médiatisation des idées euh, pour que les gens ne puissent même pas accéder à la capacité de se révolter puisqu'ils ne se rendent pas compte que tout va mal et que justement on est dirigé par des banksters, hein. Justement, je reviens sur Jovanovic qui s'est fait euh, perquisitionner, heureusement il n'était pas là, et sa maison d'édition. C'est aussi à cause de son livre, hein, où il revient sur la crise financière pour montrer que ce qu'on demande, les sacrifices qu'on demande maintenant au peuple, ben, c'est pour sauver les too big to fail et toutes les grosses sociétés financières qui s'en sont mis plein les poches pendant le Covid aussi d'ailleurs, hein, Mhm. pendant que le peuple crève, hein. Ah, absolument. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que très régulièrement, là, on se rappelle quand on pense à l'effondrement des marchés, on se rappelle souvent de 1929, on se rappelle de 2008. OK, mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'on en a à peu près en moyenne tous les 4 à 7 ans, on a un effondrement des marchés.
Donc l'effondrement des marchés est quelque chose de très régulier. Ça signifie on part sur des bulles spéculatives, ça signifie des bulles où il n'y a pas nécessairement de création de valeur, il y a juste de la spéculation, du vent en d'autres termes. Et après, ce qui se passe, c'est que quand la bulle devient très grande, à un moment donné, les gens qui sont rentrés au début commencent à sortir très vite. Hein, c'est ceux-là qui vont faire engranger des bénéfices. Ceux qui ne peuvent pas sortir vont se retrouver avec un château de cartes qui s'effondre sur leur tête. Et à partir de là, on a de grosses faillites, on a de grands licenciements, on a des gens qui perdent leur travail. Et puis, on a les banksters qui vont se réfugier chez l'État en lui disant, ben, il faut nous sauver. Et l'État, régulièrement, ben, voilà, il sauve. Donc, nous sommes devenus le collatéral des banksters. Ça signifie qu'ils font ce qu'ils veulent comme affaire. Quand ils gagnent de l'argent, c'est pour eux. Quand ils en perdent, c'est pour nous. Donc, on a un business model qui est absolument extraordinaire aujourd'hui. Mais vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, hein, n'est-ce pas, Aldosteron, comme disait Klaus Schwab, qui vient d'être remplacé. C'est ça, exactement. On possédera. Alors, on sera heureux. Je ne sais pas si on sera heureux, mais Ouais. on possédera rien. Ça, c'est clair. On est en ce chemin-là. De plus en plus de gens ne possèdent strictement rien. Même sur le toit qui est sur leur tête, soit il est loué, soit même quand il est entre guillemets acheté, il appartient à une banque et ils sont endettés auprès d'une banque. Si on regarde la voiture garée devant la maison, ben, très souvent, elle appartient à une banque. Le téléphone, hein, ils ont un iPhone entre les mains. L'iPhone, il appartient à une banque aussi, parce qu'ils sont en train de le payer mensuellement à un fournisseur. Le fournisseur, lui, a reçu l'argent de la banque, et après, la banque reçoit l'argent de l'abonnement. Le laptop, tout ça, on commence tout en réalité, finalement, n'importe quoi, n'importe quel élément de la vie quotidienne, eh bien, il est assorti à un crédit. Aujourd'hui, on peut regarder en ligne, n'importe où, payer en 3 fois, payer en 12 fois, acheter maintenant, payer dans 3 mois, et on habitue les gens à la dette. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la dette est un cache-misère aussi. Parce que pendant que le niveau de vie s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? Comment les gens font pour maintenir l'illusion? Il faut bien Mhm. maintenir l'illusion. Il faut bien que si le voisin achète une belle voiture, il faut bien que moi je fasse pareil, J'achète n'est-ce quelque pas? chose. Eh ben, le voisin s'est endetté, ben moi aussi je vais à la même banque et je dis prêtez-moi de l'argent. Donc en réalité, si on regarde par exemple les cartes de crédit ou le prêt à la consommation, c'est nouveau, c'est nouveau. Avant, on prêtait pas aux gens pour consommer. Ça n'a pas existé dans l'histoire de l'humanité. À la rigueur, on prêtait au business, on prêtait aux entreprises, on prêtait aux commerçants qui voulaient acheter un stock et tout. Oui, ça existait. Mais le prêt à la consommation sans arrêt pour acheter un pantalon, pour acheter un téléphone, Mhm. pour acheter... Ça n'existait pas, ça. C'est très récent. Et donc, on a endetté les gens. On a aussi le prêt étudiant. Pour On faire. a des étudiants qui sont endettés jusqu'au trognon, des fois pendant les 15, 20 prochaines années de leur vie, pour Ouais, rembourser un prêt étudiant. Donc, au bout ouais, d'un moment, ouais. qui est le modèle aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne aussi, je pense, hein. Oh, oui, en Grande-Bretagne, oui. En Grande-Bretagne, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il y a des étudiants qui rentrent dans des universités, qui payent des fortunes. En plus, il y a un truc, par exemple, je voyais l'autre jour un témoignage, quelqu'un a dit, j'ai emprunté, je crois, un truc genre 60 000 euros. J'ai emprunté 60 000 euros pour mes études. J'ai fini mes études il y a plusieurs années. Ça fait des années que je paye. Et ma dette totale aujourd'hui est de 90 000 euros. Mais en fait, comment? Parce qu'en réalité, quand on leur prête l'argent, quand ils signent, les intérêts commencent à courir tout de suite. Mais les paiements, ils commencent à payer seulement quand ils ont un Ouais, travail. ils ont fait des études. Donc, le temps de finir les 4, 5 ans d'études, la dette a déjà pris, voilà, a pris un joli morceau. Et après, ils commencent à rembourser. C'est un prélèvement obligatoire de leur salaire. Et puis, ils se retrouvent des fois très mal payés. Ils n'obtiennent pas les boulots que l'université leur promettait avec le diplôme qu'on leur donne. Mais malgré tout, ils doivent payer. Et donc là, ils sont vraiment étouffés. Il y a des gens qui peuvent pas fonder une famille, peuvent pas, parce qu'ils sont empêtrés dans une vie avec les dettes des cartes de crédit, les dettes des études, plus le niveau de vie qui s'effondre, l'inflation. Je veux dire, c'est la triple peine là pour ces gens-là. Ouais, et quand on y pense, d'un point de vue philosophique, s'endetter pour apprendre et faire un métier qui servira le bien commun, hein, par exemple médecin Ben oui, normalement, ben oui. ou charpentier, n'importe quoi, c'est quand même incroyable, hein. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc sur le plan moral. Au Royaume-Uni, par exemple, tu vas à l'hôpital, la majorité des médecins sont étrangers. Ils viennent le plus souvent d'Inde. Pourquoi? Parce que tout simplement dans leur pays, les études sont gratuites. Ils étudient gratuitement. C'est leur État qui finance. Au Royaume-Uni, quand on va à l'hôpital, on trouve très peu de médecins britanniques. Par contre, quand on va au supermarché, tous les gens qui sont à la caisse sont britanniques. Parce que c'est un pays qui n'investit pas sur ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a déclaré qu'il n'y a aucun intérêt stratégique ou civilisationnel ou sociétal à avoir des jeunes qui étudient. On s'en fout, parce que nous, on veut juste créer de la dette, c'est tout. Soit ils payent
auprès Mhm. d'une banque, soit il crève, il va travailler il va vendre du café, ou il va faire des petits boulots, ou il va conduire une voiture chez Uber. Voilà ce qu'on a décidé, civilisationnellement parlant. Et les ingénieurs et les médecins et tout ça, ben, on les ramène de l'étranger. Moi, je suis arrivé au Royaume-Uni, littéralement 3 4 ans après être arrivé au Royaume-Uni. Je suis étranger, je suis né en Algérie. Je gagnais probablement 2 ou 3 fois le salaire moyen de ce pays. Pourquoi? D'accord, bon, je suis content, c'est bien pour ma gueule, ok, c'est bien pour moi de gagner de l'argent. Ouais. Mais après, Mais pourquoi quelqu'un qui vient d'Afrique gagne-t-il en 2 3 ans 3 ou 4 fois plus que le salaire des locaux? Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne leur donne pas d'opportunité. Parce que leur pays les bloque, leur pays les bride, parce que leur pays a décidé que tout doit être prétexte de dette. Voilà la destruction intérieure du pays. C'est ça le problème du Royaume-Uni. ouais, et ce qui est scandaleux aussi, c'est que on voit qu'alors c'est des pays comme l'Inde qui, en fin de compte, financent eux-mêmes les travailleurs du Royaume-Uni, quoi, qui eux ne donnent pas, je veux dire, puisque les études sont gratuites. Et puis, les gens partent et viennent travailler pour un pays étranger. Et donc, en fin de compte, le pays même, l'Inde, n'en profite pas, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Je te dis un truc, par exemple, l'Algérie, elle a le même problème avec la France, où beaucoup de médecins, algériens partent. Plus de L'Algérie, ces cerveau, quoi. dernières années, ne donne même plus les diplômes. Aujourd'hui, ils finissent leurs études, on leur dit: «Le diplôme, tu l'as pas, il est inscrit chez nous dans nos systèmes informatiques. Tu as envie de travailler à l'hôpital, ils nous appellent, on leur dit que tu es médecin. Tu as envie d'ouvrir un cabinet, vas-y. Mais si tu veux aller à l'étranger, on ne te donnera pas de diplôme. Tu l'auras pas, le papier, tu l'auras pas. Tu pourras pas prouver que tu es médecin à l'étranger». Mhm. Parce que effectivement, ils en ont eu ras-le-bol de payer les étudiants pour étudier. Non seulement ils leur payent les études, mais ils leur payent leur chambre universitaire. Ils leur donnent des bourses, et l'instant où ils ont eu leur diplôme, ils prennent l'avion, ils partent. Donc au Ouais, bout c'est d'un ça. Ouais, moment, ouais, ouais, ouais. le pays cherche à protéger aussi, à protéger son tissu médical. Alors, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est ce qui s'est passé sous Sarkozy avec les réserves d'or, hein, françaises et européennes. Tu parles de quelque chose dont, qui est ignoré par beaucoup de gens, non, hein, cette information-là. C'est un braquage. C'est un braquage. Quand Encore un. Bah bon, c'est l'habitude de Sarkozy aussi, hein. ah oui, mais en fait, c'est un braquage comme dans les films, du Far West, quoi, comme dans un film western. Voilà, on leur sangle le flingue et on leur dit: «Bon, vous signez». En fait, on a pris il y avait un accord, qui s'appelle l'accord de Washington. On a pris les Européens, les Américains, on rassemblé les Européens dans une salle et leur ont dit: «Vous signez». Et ils ont signé un accord. Ça s'appelle un accord, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de valeur légale, dans le sens où il ne passera pas devant les parlements des pays concernés. Il ne pourra pas être, on ne pourra pas en sortir, on ne pourra pas le valider démocratiquement, il n'y a pas moyen. Mais les pays se sont engagés à vendre leur or en fonction de ce que leur dit la Fed américaine. La Fed, elle, n'était pas obligée de suivre cet accord, elle n'était pas signataire. Mais les pays européens ont signé à la demande de la Fed américaine. Et donc, effectivement, c'est ça qui a fait que les Suisses et les Français ont vendu leur or, parce que la Fed a intérêt. La Fed est en short sur l'or. Pourquoi? Parce que la Fed, elle imprime beaucoup de dollars et elle prétend avoir de l'or, même si le dollar n'est plus indexé sur l'or. Mais la crédibilité de la Fed dépend du rapport entre l'or qu'elle a et les dollars qu'elle imprime. Même si, encore une fois, il n'y a plus de Ouais, depuis rapport. 70, Voilà, oui, depuis l'affaire Nixon, quand il est arrivé à la télé en disant: «Écoutez, on est désolé, mais le standard or, bah, c'est terminé, quoi». c'est vrai. Mais la Fed a intérêt à ce qu'en dollars, le prix de l'or soit le plus bas possible. Parce que si le prix de l'or commence à monter en dollars, et ben, à ce moment-là, on réalise que la Fed est en train d'imprimer beaucoup trop, et ceci va affaiblir sa position, financière. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pendant pratiquement 10 ans, pendant toute la décennie 2000, la Suisse et la France de Sarkozy ont vendu de l'or à perte en grande quantité à la demande de la Fed pour justement maintenir artificiellement les cours très bas. Une Mhm. fois qu'ils ont arrêté de vendre, les cours sont partis, quoi. Donc l'or a été vendu à perte, il a été bradé littéralement par Sarkozy. Charles de Monti, c'est un traité de 2005. En tout cas, c'était dans les années 2000. Je ne sais pas si tu te souviens la date précise, mais voilà, c'est pas euh, très très important. Ouais, il faut que je trouve Ouais, la ouais. date précise. En tout cas, c'est. Les Suisses, c'était probablement vers 98-99, j'en suis sûr, parce qu'ils ont changé leur constitution. Parce qu'il faut savoir que comment on appelle ça? Il faut savoir que le franc suisse était partiellement indexé sur l'or. Jusqu'au moment où il y a un changement de constitution helvétique, il n'était plus indexé. Donc ils se sont retrouvés avec, entre guillemets, trop d'or. Parce qu'ils n'avaient plus besoin maintenant d'avoir cet or-là pour émettre des francs suisses.
Et à ce moment-là, ils ont commencé à le vendre comme du cuivre. Ils ont commencé à s'en débarrasser. Sarkozy, quand il a commencé à vendre l'or français, n'était pas encore président, lui. Mhm. D'accord, il n'était pas encore président. Donc, bon, c'est quelque part dans le livre, il faudrait que je le retrouve, mais bon. Non, non, mais ceux qui nous suivent liront le livre qu'ils peuvent trouver sur Internet. Euh, on voit aussi évidemment cette tutelle européenne des différentes nations qui n'ont plus leur mot à dire face à dire quand on regarde le pouvoir de von der Leyen, hein, la présidente de la Commission dont tu parles aussi, tout le monde sait, dire normalement tout le monde sait ces échanges de SMS qu'elle ne veut pas, que Madame ne veut pas rendre public en fin de compte, que la Commission ne veut pas rendre public. D'ailleurs, la Cour européenne euh, les a tensés un peu en disant que leur argument n'était pour eux pas valable. C'est-à-dire qu'ils disaient, bon, on sait plus trop où ils sont, on les a perdus, de toute façon, c'est pas très important, mais c'était quand même un des plus gros contrats, si pas le plus gros, de l'Europe, qui a acheté pour des milliards de vaccins. Et donc, tu parles de ça et aussi de ce projet, hein, on sait von der Leyen, les 850 milliards pour réarmer l'Europe. Il y a aussi un projet d'une mise sous tutelle militaire qui serait pilotée par Bruxelles. En fait, il faut savoir que l'Europe a des vues fédéralistes depuis qu'elle a été créée. Et elle avance à petits pas. Parce qu'au départ, quand on a créé l'Union européenne, elle ne s'appelait pas l'Union européenne, c'était l'Union pour le charbon et l'acier. Mhm. Hein, il s'agissait juste de faciliter l'échange de charbon et d'acier, c'est tout. Après, on a commencé à signer, 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 et aujourd'hui, on a une union qui veut devenir un État fédéral, un petit peu à l'image des États-Unis. Ça signifie que la France ou la Belgique deviendraient tout simplement des gouvernorats, quelque part. Ils ne sont pas fondés à avoir leur propre armée. Enfin, ils pourraient avoir leur propre armée, mais elle serait sous contrôle justement de l'Union européenne. Et de plus en plus, avec ce qui est en train de se passer, cette crise qui a été montée en flèche aux frontières entre la Russie et l'Ukraine, et l'implication de l'Union européenne qui est une implication négative, ça signifie qu'ils ont tout fait avec les Britanniques pour faire empirer les choses. Ils ont le On se pétrole. rappelle, ah oui, on se rappelle en 2022 que les Russes et les Ukrainiens étaient sur le point de signer un accord et que Boris Johnson est parti sur place en Turquie pour leur dire ne signez pas. Et il a dit à la partie ukrainienne qui contrôle non, il faut pas signer, il faut plus de guerre. Donc, alors que c'est pas du tout dans l'intérêt de l'Europe, parce que l'Europe, avec cela, allait se priver de l'énergie pas chère, allait subir le chômage, subir l'inflation, subir des tensions économiques, mais c'est pour ça que le livre s'appelle Les Grandes Trahisons, parce qu'ils sont en train de trahir leur peuple, ils sont en train de prendre des décisions contraires à l'intérêt de leur peuple. Donc effectivement, là, l'Europe a des vues de pouvoir avoir sa propre armée, sa propre police, tout ça, et c'est à petits pas que ça avance en fait. Ouais, ça va coûter cher surtout. Est-ce que c'est ça le plus important, comme tu dis, ils sont en train d'aller chercher l'argent, ils dépensent des milliards pendant que le peuple crève, hein, je le rappelle. Oui. Et il faut savoir une chose aussi, que l'Europe est une institution suprémaciste. Le mot suprémaciste n'est pas de moi, il est d'eux. Dans le texte, sur le site de l'Union européenne, c'est écrit qu'il y a une suprématie des règles de l'Union européenne sur les droits locaux, sur les constitutions locales, sur tout ce qui est local. Donc en fait, de facto aujourd'hui, des pays comme la France sont des gouvernorats, la Belgique c'est un gouvernorat, ils ont déjà abandonné leur suprématie. Ils ont Mhm, abandonné leur souveraineté face à une union qui revendique avoir la souveraineté sur eux. C'est mhm. ça qui est terrible. Oui, justement, on en parlera à la fin, mais il y a choix qui peut-être que Aldo nous dira en exclusivité où il va finalement vivre. Non, il va quand même pas nous dire ça, mais par contre, peut-être, on en parlera à la fin. Que faire, hein, parce que l'espoir est quand même minime. Et une chose dont on ne peut plus parler, évidemment, c'est l'immigration, hein. Si on en doute, si on la remet en question, si on dit que c'est une arme des gouvernements pour participer, dire pour concourir, participer à l'anomie et la perte totale de valeur et la violence intrinsèque, je veux dire, aux sociétés occidentales, on est traité de raciste tout de suite, hein. Mais tu dis que c'est une déstabilisation programmée, planifiée, notamment en Allemagne, où là, ça a été une immigration énorme. euh, Comment tu expliques ça à quelqu'un qui va te dire, mais comment... Bon, il y en a qui écouteront pas, mais comment tu peux douter de ça et te dire à la personne, mais non, l'immigration, c'est bien, il faut accueillir les gens. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que
on a une inversion complète. Ça signifie, si je regarde le Royaume-Uni, la France et d'autres pays, ces pays sont en train de tenter une expérience absolument ahurissante et unique dans l'histoire. C'est que d'habitude, tous les pays du monde protègent leurs frontières. La frontière est physiquement protégée. Mhm. Au Royaume-Uni, par exemple, on a fait le contraire. On ne protège pas la frontière. N'importe qui peut rentrer. Donc, des bateaux arrivent. On a 600, 700, 800 personnes par jour. D'ailleurs, j'aimerais informer les auditeurs qu'on a notre premier milliardaire de l'immigration. On a quelqu'un, un ancien forain, qui fournit des logements aux migrants pour l'État britannique. Donc, il fournit des hôtels. Il achète des hôtels, et puis des hôtels en faillite, surtout les hôtels qui ont fait faillite depuis la crise sanitaire, n'est-ce pas? Il les rachète pour une bouchée de pain et il les loue, il les sous-loue à l'État. Un peu un marchand de sommeil, quoi. Un peu marchand de sommeil, voilà, un peu marchand de sommeil. Et donc, ce gars-là, il a atteint son premier milliard. Donc, ceux qui disent l'immigration n'est pas une richesse, eh bien, ils ont tort, parce que l'immigration est vraiment une richesse. C'est un gros business qui est en train de se faire dessus. Mhm. Aujourd'hui, d'ailleurs, au Royaume-Uni, en termes de location, le meilleur locataire est le migrant. Parce qu'on a des compagnies comme Serco, c'est une compagnie, encore une fois, on revient, c'est une compagnie qui est listée à la bourse, n'est-ce pas? Donc là, on revient aux forces de l'argent, qui signe des contrats de 7 ans avec toute garantie. 7 ans, le loyer payé, les réparations faites, tout est au-dessus de la valeur du marché. Ça signifie aujourd'hui ce qu'on a au Royaume-Uni, des gens sont en train de virer leurs locataires pour héberger des migrants à la place. Parce que le migrant, c'est pas lui qui paye, c'est l'État qui paye à sa place. On est assuré d'un revenu. Ah oui, on est assuré. Il paye plus que la valeur du marché aussi, donc on a plus de bénéfices. Et tu sais quoi? Il peut dégrader la maison, il peut la casser, on s'en fout, parce qu'elle sera remise en l'état comme si elle était neuve quand il partira. Donc pour les propriétaires, ils préfèrent virer un couple de profs ou un couple de je sais pas quoi, en disant juste cassez-vous parce que là vous avez des retards de loyer, tout ça, juste partez, moi je ramène des migrants. C'est quand même complètement ahurissant. Et ce que je disais par rapport à l'expérience, par rapport aux frontières, c'est qu'ils acceptent tout le monde et après ils cherchent à expulser ceux qui ne veulent pas. Or, la protection des frontières ne marche pas comme ça. On ne peut pas accepter tout le monde et après trier, dire bon, celui-là, on ne le veut pas, il part. Il part où? Beaucoup de ces pays viennent de failed state. Beaucoup de ces migrants viennent de failed state. Ça signifie des pays qui sont effondrés, on ne peut pas leur parler. Quelqu'un qui vient d'Afghanistan, on fait quoi? On va appeler les talibans, on leur dit faites-lui un passeport pour qu'ils viennent. Donc, c'est des gens qui sont souvent apatrides, qui viennent de zones contestées, tout ça. Bon, une fois qu'ils posent le pied au Royaume-Uni, il n'y a pas moyen de les expulser. Mhm. On ne peut pas juste les mettre dans un avion pour n'importe où, non. Parce que pour expulser quelqu'un, il faut qu'il y ait un pays de l'autre côté, un pays qui lui donne un passeport ou un laissez-passer, qui accepte de le recevoir. Mais quand on reçoit des gens qui n'ont aucun papier, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur date de naissance, on ne connaît pas leur origine, on ne sait rien du tout d'eux, et qui ne veulent pas dire, ou qui racontent n'importe quoi, ou qui changent de version toutes les 48 heures, on ne peut pas les expulser. Il n'y a pas moyen. Donc la vérité, c'est que les gens qui rentrent aujourd'hui, ces migrants qu'on voit arriver, ils sont là pour toujours et à jamais. C'est pour ça que la protection des frontières est très importante. D'accord? La protection des frontières est super importante. Donc, des gens vont dire ouais, t'as vu, je t'ai dit tout à l'heure, t'es extrême droite. Non, 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 non. C'est les forces de l'argent qui ont besoin de ces migrants pour peser sur les salaires. Beaucoup de ces Évidemment. migrants, oui, ils finissent comment? Il y a sur Facebook, il y a des groupes, des fois avec 100 000 personnes, pour la location et le partage de comptes sur des plateformes d'ubérisation. Ça signifie quoi? Le migrant qui est sans papier, il fait quoi? Il va sur Facebook ou ailleurs, il achète ou il loue un compte. C'est quelqu'un d'autre qui a des papiers qui l'a fait, qui le lui vend ou qui le lui loue. Et il va travailler, il paye une... Donc on est dans des conditions d'esclavage, parce que déjà, ces plateformes payent très mal, Ouais, ouais. mais en plus, quand il doit partager son revenu avec le propriétaire du compte, bon, ben voilà quoi. Donc on est sur de l'esclavage moderne, qui est la seule manière pour ces entreprises de vivre. Elles vivent que parce qu'elles ont accès à de l'esclavage moderne. Et voilà. Et donc les bien-pensants qui sont d'accord pour qu'on ramène ce genre de migration, eh ben, ils n'ont qu'à nous dire qu'ils sont pro-esclavage, parce que ça serait plus honnête de leur part. Ouais, le capital armé a besoin d'une armée de réserve, hein. Ça, c'est Mars qui le disait déjà Clair, ouais. pour maintenir les salaires à la baisse. Oui, Mais pour expliquer que aussi, à moins que tu veux réagir à ça. oui, réagir à ça, parce que quand on regarde dans le Capital ou la critique de l'économie politique, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on ramenait les migrants de l'intérieur du pays. Ça signifie qu'on faisait quoi? Mettons, il y a des fabriques qui ont ouvert à Londres.
Eh ben, on va dans le nord du pays, on ramasse le maximum de femmes, d'enfants, on ramasse tout le monde et on les ramène, on les fait immigrer à l'intérieur du pays. Et donc à ce moment-là, on les fait travailler, ils vivaient dans des conditions insalubres qui des fois sont décrites dans le détail. Il y en a qui même travaillent jusqu'à la mort. Imaginons des enfants de 8 ans, 9 ans qui rampent à l'intérieur de cheminées pour les nettoyer. Et à l'époque, le patronat, en 1833, quand tu as eu un premier acte, qui a une loi qui a tenté de réduire ou de limiter ou d'encadrer le travail des enfants, pas l'interdire, l'encadrer, le patronat a crié au scandale, a crié au Évidemment. contrôle, ah oui, à la liberté d'entreprendre et tout ça. Juste pour dire, donc ces gens sont sans foi ni loi, n'ont strictement aucune limite. Eh bien, à l'époque, c'était de la migration déjà. On ramenait pas des gens d'ailleurs. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on les ramène d'ailleurs. Ça signifie on va créer aussi une fracture sociale, une fracture ethnique. On va créer des quartiers avec des gens qui vivent à une autre heure, qui vivent complètement déphasés avec la société d'accueil. Et au bout d'un moment, ben, on devient une société fracturée, on devient balkanisé, comme est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est les Balkans, quoi. Si Ouais, ce pays éclate, chacun prendra sa part un jour, hein. et on sait que d'un point de vue sociologique, au-delà d'un certain pourcentage d'allochtones, hein, il y a un déséquilibre qui se fait. Et peut-être pour expliquer que c'est pas du racisme, ça serait je veux dire, ça serait tout à fait la même chose si on disait bah, que demain, 70% de Français ou de Belges vont aller au Maroc ou en Algérie, ça n'irait pas du tout. Donc c'est une question d'équilibre, quoi. Et c'est Oui. ça que les gens veulent pas comprendre. Ouais, mais c'est fait exprès aussi Ouais. parce que regarde, quand tu as une société qui est complètement morcelée, comme le Royaume-Uni par exemple, elle se révoltera jamais. Pourquoi elle se Mhm. révolte pas? Parce que jamais cette société n'aura son cœur qui va battre à l'unisson. Jamais ces gens ne vont tous regarder dans la même direction. Quand on arrive dans les foyers au Royaume-Uni, dans les foyers britanniques, on va retrouver des gens qui sont en train de regarder la télévision, les élections en Afghanistan. D'autres sont en train de regarder les news peut-être de troubles au Pakistan. D'autres sont en train de regarder la météo parce qu'il y a eu un orage exceptionnel en Jamaïque. En fait, chaque peuple, chaque sous-peuple britannique est en fait concentré sur quelque chose qui se passe ailleurs. De sorte que les urgences ou les problèmes locaux, voilà quoi. C'est pour ça que personne ne se révolte au Royaume-Uni. On n'a pas de concept de révolte là-bas ou de révolution. Mhm. Et justement, les gens qui viennent travailler, ben, les immigrés qui viennent travailler au Royaume-Uni, en Belgique, en France, viennent aussi dans vraiment des bullshit jobs, hein, des Uber et le reste, parce que tu parles justement, l'industrie est totalement exsangue et ils sont en train de la détruire volontairement aussi. Oui, au Royaume-Uni, on est en train de détruire l'industrie, on est en train de détruire les fermes. Pas seulement au Royaume-Uni, on se rappelle par exemple, on se rappelle récemment, il y a 2, 3 ans, aux Pays-Bas, quand ils ont voulu fermer des fermes, et puis que les Mhm. paysans étaient sortis avec leurs tracteurs, etc. Et finalement, ils ont perdu. De plus en plus de paysans aujourd'hui vont chez l'État des Pays-Bas, disent donnez-moi le chèque, ils prennent le chèque et ils donnent la ferme. Donc les fermes sont en train d'être détruites. Au Royaume-Uni, c'est pareil, on est en train de détruire des têtes de bétail, on est en train de couvrir des fermes du sol fertile, on est en train de le couvrir de panneaux solaires. Panneaux solaires au Royaume-Uni. Il n'y a pas de soleil au Royaume-Uni. C'est gris toute l'année. Oui, mais on est en train de transformer. Alors, tout le monde connaît les obligations d'État comme instrument financier. L'obligation d'État, c'est j'achète un papier, en fait, je suis en train de prêter l'argent à l'État, et puis j'ai un pourcentage de rendement dessus. C'est considéré comme l'investissement le plus sûr, l'obligation d'État, parce qu'elle est garantie par l'État. Enfin, si l'État s'effondre, j'ai plus rien, mais on se comprend. Eh bien, on est en train de transformer la terre en obligation d'État, en instrument financier. Comment? Aujourd'hui, on donne des subventions selon la surface couverte de panneaux solaires. Donc, ce qu'on a, on a des groupes capitalistiques de prédation qui débarquent, qui achètent de la terre agricole. Ils n'ont aucun intérêt à la couvrir de patates ou de carottes. C'est pas leur problème, ça. Ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Ils ramènent des panneaux de Chine, ils tartinent les panneaux et ils vont prendre des subventions. Donc, en fait, la terre devient une obligation d'État parce que plus j'ai de terre, plus j'ai de revenus de l'État. C'est comme plus j'ai d'obligations, plus j'ai de l'argent qui vient à cause du pourcentage de rendement. Donc, c'est exactement ça. Le Parti travailliste, l'année dernière, il a introduit un impôt de succession sur les fermes. En réalité, c'est une expropriation déguisée. Et en même temps, le Premier ministre travailliste mange et tweet, il y a encore sur son compte Twitter, avec BlackRock, les dirigeants de BlackRock.
qui eux sont les plus grands acheteurs de terres. Donc on voit la trahison clairement. On est en train d'exproprier, par exemple, les Britanniques, vendre leurs terres à des groupes capitalistiques de prédation qui les couvrent de panneaux solaires inutiles dans ce pays, mais on va leur donner de l'argent. Nous avons l'énergie électrique la plus chère d'Europe. Et pourquoi? Parce que dans nos factures, eh bien, il y a ce prélèvement obligatoire pour qu'on donne de l'argent à ces gens-là. Et bien sûr, les industries s'effondrent, bien sûr, les commerces s'effondrent parce que le coût énergétique de tout est absolument insupportable. Voilà, c'est ça. Heureusement, Aldostérone, il y a les parlements, il y a les partis politiques, n'est-ce pas? Alors, une des destructions, et ça rejoint l'escrologie, c'est qu'un des gros problèmes de l'escrologie aujourd'hui, c'est qu'elle a réussi un consensus transparti, un consensus transversal. Ça signifie, par exemple, si on est, je prends toujours le Royaume-Uni comme exemple, eh bien, qu'on soit dans le parti conservateur, qui est censé être de droite, les républicains, si tu veux, ou bien le parti Labour, qui est censé être les travaillistes, le parti de gauche, les deux partis sont d'accord sur l'action climatique. Donc, quand on avait des conservateurs, eh ben, on était à fond sur le climat. Aujourd'hui, on a la gauche et on est à fond sur le climat. Ça change pas. On peut Mhm. plus démocratiquement sanctionner l'escrologie. On peut plus dire, plein de choses, on peut les changer démocratiquement, mais pas l'escrologie. Ça nous, Les valeurs de base sont communes, quoi. elles Que ce sont soit la droite communes, ou la gauche. exactement. Exactement. Et de chaque côté, il y a des escrocs, justement. D'ailleurs, ici en Belgique, pour ceux qui connaissent Didier Reynders, qui est un copain de Nicolas Sarkozy, puisqu'on parlait de lui, avis de recherche, hein, on ne trouve plus Didier Reynders. Où est-il? Lui c'est une petite pub, hein, une petite digression. Lui qui a, je ne sais pas si tu sais, hein, il est impliqué dans les fonds libyens, le Kazakh-gate, et Ah, il avait 1 million sur son compte. On ne sait pas d'où il venait, mais il a blanchi de l'argent en jouant à la loterie nationale, hein. Il allait dans sa station-service acheter pour des milliers d'euros de billets. Je te rappelle que Didier Reynders était commissaire à la justice à l'Europe, hein. Où est-il, Didier Reynders? Si quelqu'un l'a vu, vous pouvez appeler les bureaux de Kéros. C'était une petite page de publicité. c'était une Non, recherche pour intérêt des familles. trêve de plaisanterie. D'ailleurs, Sarko aussi, hein, on n'entend pas beaucoup parler, dire un peu plus quand même, hein. J'ai l'impression que parfois la justice française fait un peu plus son travail, ou bien il a encore plus de casseroles. Mais voilà, un dernier point que tu traites, c'est justement. Bon, alors on l'a dit, les parlements ne jouent plus leur travail. On l'a vu évidemment pendant le Covid. Simone Veil, qui a écrit Note sur la suppression générale des partis politiques, le disait bien, hein, que les partis en eux-mêmes étaient une machine à obéir et à ne plus penser. Euh, S'ils sont debout, c'est parce que nous sommes à genoux. Et justement, les médias, l'école, la publicité, les séries télévisées, Netflix, et tout ça, nous ont bien colonisé l'esprit pour nous dépolitiser et dire, nous faire obéir, même sans nous en rendre compte, hein. C'est l'aliénation suprême, hein. Günther Oui, Sanders en parle aussi, c'est le jour où nous ne savons même plus que nous sommes aliénés. oui, c'est terrible. Et par exemple, le plus grand parti de France s'appelle les abstentionnistes. Et je suis sûr qu'en Belgique, c'est pareil, au Royaume-Uni, c'est pareil. Les gens en ont ras-le-bol, les gens ne croient plus. Et puis, finalement, on a une minorité qui fait des choses. Mais on maintient l'illusion médiatique que Ouais, les élections nous libéreront, n'est-ce pas? ouais. Bon, évidemment, tout cela n'est pas tout rose, hein, mais on n'est pas là pour vous raconter des contes de fées non plus. On essaye, et notamment dans la revue de presse, de vous donner des informations positives. Il y en a. On les cherche, hein, c'est pas facile, parce qu'il y a aussi le positif instrumentalisé par le pouvoir pour nous cacher le négatif. Mais pour toi, il n'y aura pas, si je me trompe pas, tu me dis si je me trompe, de réveil populaire massif. Et pourtant, il n'y aurait qu'un réveil populaire massif qui pourrait enrayer ce déclin. Mais pour toi, ce n'est qu'un choc brutal. Euh, Quel sera-t-il selon toi? Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, tu penses que je dois faire mes bagages et quitter avec ma famille l'Europe? Oui, oui, si tu me poses la question, je te réponds oui, J'ai parce dit que oui. il faut éviter les parce que quand un navire est en train de couler, il peut t'entraîner avec lui dans le fond. Donc il faut à un moment donné déconnecter ta vie de ce navire-là. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, nous avons un exode massif. On parle de mass exodus dans les médias. Les gens sont en train de partir. Moi, ce qui m'a décidé de partir, c'était quand mon épouse est venue dans mon bureau, elle m'a dit,
la femme de ménage. Elle va plus venir. Elle a décidé de rentrer chez elle. Elle peut plus vivre dans ce pays. Elle est bulgare, la femme de ménage. Hmm. En fait, quand j'ai vu que de la femme de ménage jusqu'au millionnaire, tout le monde est en train de partir, je me suis dit j'ai intérêt aussi de partir. Il y a plus de, je suis désolé de dire ça, hein, franchement que Dieu me pardonne d'être aussi négatif, mais il n'y a plus de foi, j'ai plus de foi dans le collectif. Le collectif n'est plus une sécurité. Je ne m'attends pas à ce que, par exemple, mes concitoyens britanniques se lèvent tous un jour comme un seul homme, fassent une révolution et reprennent leur destin en main. J'espère qu'ils le fassent, vraiment, j'espère. Mais les connaissants, Mais t'y crois je plus. n'y crois pas, j'y crois plus. Donc je me dis, la seule solution de salut, tout en continuant de tenter de les réveiller, je veux dire, je continue à lutter, hein, j'abandonne pas la lutte. Je suis là, je suis à Dubaï, mais en même temps, tu vois, je suis toujours en train de m'informer, je suis toujours en train de lutter. Quoi, tu annonces Toujours en aux train- gens que tu annonces aux gens que tu vis à Dubaï? Ou bien Non, là, je vis à Dubaï, non, je suis temporairement. Écoute, la réalité, je vais te dire peut-être un peu quelque chose que je dis à personne en public, c'est que je vais vivre il y entre a deux plus de pays. 400 personnes qui nous suivent, hein, n'oublie pas, hein. Je vais vivre entre 2 pays en réalité, Ok. pas un seul. C'est pour ça que personne n'a pu deviner, parce que je vis entre 2 pays. L'un de ces 2 pays, c'est Dubaï. D'accord? Donc, on me verra très souvent à Dubaï, très souvent ailleurs. D'accord? Donc voilà, donc un des pays, c'est Dubaï. Donc ceux qui avaient deviné Dubaï ont raison à 50%, parce que je vais passer une partie de mon temps ici. D'accord? Mais c'est pas tout. Je vais passer une bonne partie de mon temps aussi ailleurs. Donc voilà. C'est cette axe-là, mais pas du tout en Europe. Je ne veux pas du tout être en Europe, même si je continue à aider les Européens, même si Mhm. j'espère vraiment qu'ils s'en sortent. Mais à titre individuel, je pense qu'aujourd'hui, moi, je vois plein de mes concitoyens qui ont réfléchi, qui sont en train de prendre leurs affaires et partir. Prennent leurs enfants, prennent leurs affaires et partent. Tout simplement parce que ils ont atteint la cote d'alerte et ils ont réalisé que rester en Europe, c'est juste s'exposer à plus de fiscalité, plus de lois liberticides, criminalité, insécurité sur tous les plans, y compris insécurité géostratégique, comme par exemple avec la guerre dans laquelle ils cherchent à chauffer avec la Russie et tout ça, Mhm. de sorte qu'au bout d'un moment, on se dit, on se retire, on regarde de loin, on souhaite, vraiment on souhaite le meilleur, on continue à aider comme on peut, mais à terme, on est obligé de protéger nos enfants. Moi, j'ai une fille de 7 ans. Je fais quoi le jour où il commence à mettre des idées wokistes dans sa tête? Je fais quoi? Mhm. Je fais quoi si un jour elle débarque et elle me dit, papa, je suis un garçon? Je fais quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu veux dire que donc dans ton bouquin tu mets en évidence donc les différentes trahisons, la manière dont ils détruisent l'Europe, mais ton idée profonde, c'est que il n'y aura rien à faire pour enrayer ces destructions. Il pourrait y avoir quelque chose à faire, mais ça n'adviendra pas. Non, parce que regarde, je te donne juste un exemple tout bête. Tu regardes les partis Frexiteurs. Il y a deux partis Frexiteurs, grosso modo. On a le parti de Florian Philippot, d'accord, les Patriotes, et on a l'UPR d'Asselineau. Asselineau, ouais. D'accord, oui, j'écoute souvent, je suis proche de Philippot, tout le monde le sait. J'écoute très souvent Asselineau, j'apprécie ses analyses qui sont très pointues. Des fois, je l'écoute même avec une feuille et un stylo pour dire. Il est très pointu, le gars, et j'apprécie beaucoup. Ça me parle, ce genre de choses. C'est des partis qui font du 1%, 0,8%. Hmm. Ok, alors que c'est des partis qui devraient faire dans le 80% si on veut un réveil réel. C'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts à entendre parler de ça. Les gens ne sont pas prêts à entendre parler de Frexit. Déjà pour commencer, qui serait déjà reprendre leur souveraineté en main. Mais ils ne croient même plus à l'idée de souveraineté. Pour eux, c'est fini. On est dissolu, on est dissous plutôt dans un magma mondialiste. Et puis, ben, on va crever là-dedans. Et puis, on se réfugie dans la consommation, dans la télévision, dans le loisir, n'est-ce pas, dans la société de loisirs. Et puis, on est comme cette grenouille qui est en train d'être dans de l'eau bouillante. Et puis, chaque fois que ça chauffe, ben, on accepte. L'insécurité arrive, ben, on accepte. Plus d'impôts, ben, on accepte. Plus d'inflation, on accepte. Et puis, au bout d'un moment, voilà, moi, j'étais de ceux qui acceptaient ou qui subissaient. Au bout d'un moment, je me suis dit non, trop, c'est trop. C'est fini. Là, j'arrête. Mhm. Voilà. Bah oui, oui, oui. Et quand tu parles d'insécurité, c'est vrai que sans faire celui qui craint, on voit quand même de plus en plus, même en dehors, hein, en dehors des médias qui sont là pour nous faire peur, que quand même dans nos quartiers et tout ça, il y a de plus en plus Oui. d'actes incivils, d'agressions et de violences diverses. Et donc ça, c'est vrai Oui. que quand on a des enfants, ça fait un peu peur.
C'est clair. Je te donne un exemple tout bête. Je parlais à quelqu'un l'autre jour, un entrepreneur. Il a fabriqué une très grosse société au Royaume-Uni. Il a payé plusieurs dizaines de millions, l'équivalent de plusieurs dizaines de millions au fisc britannique. Ok. Un jour, il sort de chez lui à Londres, il commence à courir faire du footing. Il est attaqué par quelqu'un armé d'un couteau pour son téléphone. Mhm. Il a, il en a ragé de cette attaque et il s'est défendu. En plus, le mec, il est baraqué et tout ça. Il s'est défendu, il a cassé la figure à l'assaillant. Ok. La police est venue. Il l'a embarqué. Ils ont embarqué la victime. Et l'attaquant a porté plainte contre lui. Donc, quand je lui ai parlé, il était tellement dégoûté qu'il était en train de vendre ses parts pour quitter le Royaume-Uni. Mhm. Voilà, donc le Royaume-Uni préfère 1000 fois un migrant armé d'un couteau qu'un entrepreneur qui leur génère de l'emploi et des dizaines de millions en revenu fiscal. Ils disent pars avec ton revenu fiscal, pars avec tes emplois, dégage, nous on préfère le migrant. Il vient d'arriver par barque et puis il va attaquer les gens au couteau, nous on le protège. C'est un choix civilisationnel qui ne mènera nulle part, il mènera au mur, il mènera à l'appauvrissement généralisé. C'est ça. Mhm. Une dernière question, Aldo. Quelqu'un demande de développer un tout petit peu le terme que tu utilises, culture de mort en Occident. Je suppose que c'est tout Oui, ça aussi, hein. culture de mort, c'est-à-dire que, bon, depuis le rejet de la chrétienté, je considère que depuis le rejet de la chrétienté, j'ai un profond respect pour la chrétienté. On me trouve des fois dans des églises qui me permettent de méditer. Et un des termes par lesquels s'est défini Jésus, c'était « je suis la vie ». D'accord. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, grosso modo, 3. La vie, c'est très important. Et dans le rejet du Christ, chez les Occidentaux, chez les Européens en particulier, il y a eu le rejet de la vie. Parce que le Christ égale la vie. Donc je rejette la vie et je m'inscris dans la mort. Alors s'inscrire dans la mort, c'est quoi? C'est par exemple développer une obsession pour l'euthanasie. Voilà, Mhm. la mort. Pour la stérilité, tout ce qui permet de stériliser, j'adore, je suis à fond dedans. Pour l'avortement, pour les sexualités non reproductives, n'est-ce pas? Pour les guerres, hein. S'il y a une guerre à mes portes, qu'est-ce que je fais? J'ai un carrefour décisionnel, j'en parlais au début, j'ai un carrefour décisionnel. Je choisis la paix ou la guerre? La mort, elle est de quel côté? La mort, elle est du côté de la guerre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller envenimer la guerre. Je vais rajouter de la rhétorique incendiaire. Je vais distribuer des armes. L'autre jour, hein, les gens s'en souviennent peut-être plus. Il y a 2-3 semaines, il y a eu une guerre entre l'Inde et le Pakistan. Elle en est où cette guerre? C'est fini? Terminé? Il n'y a plus de guerre. Elle a duré combien de temps? 2-3 jours? Pourquoi? Parce que les pays régionaux, la communauté internationale, les pays proches de ces pays qui entretiennent avec eux des relations fraternelles et Mhm. proches, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout de suite créé quoi? Ils ont appelé au désarmement, ils ont appelé au couloir humanitaire, ils ont appelé au cessez-le-feu. Hein. Ils ont créé des tables rondes, ils ont appelé aux négociations, ils ont appelé à la désescalade. Et que s'est-il passé? Eh ben, en 3 jours, la Mhm. guerre s'est terminée. On Comme aurait ça pu aurait faire pu être le pareil. cas en Ukraine, quoi, évidemment. Ben oui, on aurait pu faire pareil entre la Russie et l'Ukraine. On aurait appelé au désarmement, on aurait appelé des recettes connues. C'est des recettes en fait connues internationalement. C'est des recettes diplomatiques. On envoie des médiateurs, on envoie des diplomates. On fait des actions des fois publiques et des fois même discrètes derrière le rideau, par le biais du Vatican, par le biais d'autres pays, par le biais de machin. Et puis on arrive à mettre les gars autour d'une table, même à 2 heures du matin, dans un hôtel à l'abri des journalistes, etc. Et on parle, allez les gars, vous signez. On va arrêter là, vous arrêtez maintenant. Et puis, au bout de 2-3 jours, la guerre s'arrête. Les Européens, tellement ils sont dans une parole de mort, qu'il y a une guerre à leur porte qui pouvait même dégénérer en guerre nucléaire, et ils font quoi? Rajoutent de l'huile sur le feu. Distribuons des armes, donnons des missiles, mettons de la rhétorique incendiaire, pourrissons les choses, bloquons les efforts de paix. Ça, c'est des gens qui sont dans une logique de mort. Ils suivent quelqu'un qui dit « je suis la mort ». Voilà, c'est ça le truc. Mhm. Voilà, c'est ça la culture. Et il On suffit pourrait, de les voir. On peut prévoir longtemps à l'avance ce qu'ils vont faire. Je peux prévoir 10 coups à l'avance ce qu'ils vont faire. on pourrait même dire, que le Covid et les injections expérimentales ne furent aussi qu'une expérimentation de la mort, hein, quand on voit les effets secondaires. Ouais, bah, on peut prévoir aussi. On a d'ailleurs interviewé aussi celui qui a travaillé sur Nordegard, un Suédois qui a travaillé sur les- la famille Rockefeller.
Eux avaient aussi beaucoup de coups d'avance et avaient prévu tout ça. Ben, Alors nous, on sera encore en Belgique et on peut, on va voir, hein, chacun d'entre nous. Et le 14 juin, on fait une petite fête dont vous ne saurez pas l'adresse, parce que si on vous donne l'adresse, il y a des antifas qui vont appeler pour nous interdire la salle, puisqu'ils sont évidemment... Le dernier qui nous a interdit la salle, Aldostérone, il s'appelle Olivier Minguin, il est bourgmestre d'une commune de ah, Bruxelles, où est le Saint-Lambert, et il vient de créer un parti qui s'appelle Libre. ah, Mais au nom de la liberté, il nous a privés de nous exprimer. Et d'ailleurs, il vient d'interdire aussi à l'humoriste... rappelez-moi les gens de l'équipe, comment il s'appelle l'humoriste encore Guillaume Meurice, merci Terran. Et Guillaume Meurice est interdit spectacle à Uccle lui aussi, donc c'est Uccle et puis c'est évolué. Et ils sont libres, hein. Et libre, c'est libre, L-I-B, et puis R-E, je bien crois, donc libre. c'est libre et responsable. Ah, Voilà. ben, c'est bien. Donc on ne vous dira pas le nom de la salle, mais le 14 juin, on fait une petite fête, surtout pour être entre nous. Il n'y aura pas de grand discours, ce sera à Bruxelles, ça on peut vous dire déjà, dans une des communes de Bruxelles. Donc venez nombreux, il y a déjà au moins 100 réservations, donc ça sera limité, donc n'hésitez pas. Et Aldo, si tu es dans le coin, n'hésite pas, mais bon là t'es loin pour l'instant, mais ça sera un plaisir de te voir. Merci, ce sera avec plaisir. Si je suis dans le coin, pourquoi pas, Voilà, parce que je vais c'est, régulièrement aller en Europe. Je vais on sait régulièrement jamais. voyager dans Si le l'Europe, 4, oui, si bien le 4 sûr. si le 14 juin, tu es là, ça sera un plaisir, et je suis sûr que ça sera un plaisir pour les gens aussi qui nous suivent. Merci, il y a plus de 400 personnes, Terence, c'est ça? Plus de 400 personnes sans prévenir, c'est pas mal, hein. Bon, vous devriez être des centaines de milliers. Mais voilà, c'est déjà super. Donc partagez. Quelqu'un demandait comment partager. Eh ben, voilà, je suppose que c'est un petit signe, un petit icône à droite. Donc vous pouvez trouver les livres de Aldo. On peut trouver tes livres partout sur Internet. Sur Amazon, sur Ok, Amazon. Ils sont en ben position, voilà. il faut on tape aldostérone sur Amazon et puis on a tous les livres. Et le dernier, celui dont on parle aujourd'hui, c'est le livre Ouais, les grandes Les trahisons. grandes Voilà, vous voyez le. trahisons. Voilà, les grandes trahisons, comment l'Europe est détruite. Une trahison à la fois. Ouais. Et je vous rappelle que Kéros est un journal parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Voilà, Kéros, c'est un journal qui sort tous les 2 mois. Une alternative à la pensée unique, hein. Mille merci Aldostérone Merci à toi. et merci à Serge aussi qui organise les interviews et qui nous met en lien. Voilà, ceux qui veulent revoir cette interview, évidemment, elle sera encore disponible, hein, même si c'est du direct. Voilà, on ne coupe rien chez Keros, ça devient une denrée rare. Que tout aille bien où tu es, hein, au moins tu profites du soleil. Euh, Merci. ben, on se voit très vite. Merci à ceux qui nous suivent. On lâche rien. Soutenez la presse libre. On en a plus que jamais besoin. Un don mensuel de 1, de 5, de 10, de 100 ou de plus. Ou bien un don unique. Mais voilà. Aidez-nous, soutenez-nous. Les gouvernements ne nous veulent pas du bien, ça c'est sûr. Ils n'aiment pas la vérité. Non, pas du tout. Merci Aldostérone pour tes livres, pour ton travail et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.